très grande croissance dans certains secteurs. Et on avait dit que si Trump ne serait pas réélu, il aurait fait encore plus vite pour qu'il y ait encore de pays, y compris peut-être l'Arabie Saoudite. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes mercredi. Nous sommes au lendemain des élections américaines et nous allons commencer cette chronique économique justement par la relation économique entre les États-Unis et Israël. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il y a une différence sur le plan économique? Est-ce qu'il peut y avoir une différence entre Joe Biden et Donald Trump du point de vue israélien? Bien sûr, leur vision de l'économie est totalement différente, opposée l'un à l'autre. La vision de Trump, nous avons vu pendant toute cette période, c'était de baisser les impôts, d'ignorer le coronavirus, les problèmes d'écologie, et ça c'était Trump. Au contraire, Biden, il voulait augmenter les impôts, massivement faire des investissements en Amérique et qu'est-ce qu'il voulait encore et faire énormément point de vue de l'écologie. Point de vue d'Israël, ce qu'on a pu voir hier de l'économie israélienne, c'est deux choses qui se sont passées. D'abord, la bourse israélienne, comme toutes les bourses du monde, ont augmenté de façon importante hier, alors que ces derniers temps, la bourse en Israël était souvent déprimée. C'est d'autant plus étonnant. Pourquoi une telle augmentation? On a dit qu'une telle augmentation, c'était un indice d'une victoire éventuelle de Donald Trump. Tout à fait. Et ce qui m'étonne aussi ce matin, c'est qu'il y a des bourses qui sont ouvertes, par exemple, déjà maintenant en Asie. Et malgré, je suppose que vous en avez parlé longuement, des résultats extrêmement serrés et personne ne sait ce qui va se passer, les marchés restent bien orientés. Des fois, ou bien ils savent des choses qu'on ne sait pas, ou bien, c'est-à-dire que les marchés voulaient une victoire de Trump. C'est évident, comme le marché israélien et comme l'économie israélienne. Il faut dire que récemment, on a vu pour l'économie israélienne qu'il y a eu des accords entre Israël et des pays arabes, notamment économiques, qui vont, dans les plus années qui vont venir, donner une très très grande croissance dans certains secteurs. Et on avait dit que si Trump ne serait pas réélu, il aurait fait encore plus vite pour qu'il y ait encore de pays, y compris peut-être l'Arabie Saoudite, qui signent des accords dans les mois qui viennent avant qu'ils doivent partir. Peut-être c'est pour ça que la bourse israélienne était optimiste dans les deux cas. Et également hier, ce qui s'est passé, c'est que le dollar et le shekel ont un peu diminué. Je crois que que les marchés financiers et les économistes sont surtout en attente et ne savent pas exactement ce qui va se passer. Il faut le savoir qu'en Amérique, ce qui a sauvé les marchés financiers ces derniers mois, c'est uniquement la Fed qui, en vérité, on peut dire, c'est elle, parce qu'elle fait un taux extrêmement négatif, très faible des taux d'intérêt, et en plus achète beaucoup d'actions et d'obligations sur le marché américain, fait que la bourse soit soutenue. Et donc c'est pas tellement Trump qui faisait ça. Il faut attendre. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent pour voir quelles seront les conséquences du résultat des élections sur l'économie israélienne. Allô? Pardon, une fois que l'on a dit cela, je voudrais que l'on revienne ensemble, Daniel, sur les autres développements, en dehors de ce qui se passe aux États-Unis, qui est bien entendu très important. Je voudrais que nous revenions en particulier sur l'autre événement de la semaine en Europe, c'est le reconfinement progressif de la plupart des grands pays européens, de la France en particulier. Et la question que je vous pose, c'est, parce qu'on en a parlé beaucoup par rapport à Israël aujourd'hui, ces derniers mois, quel est le coût de ce reconfinement pour la France en particulier? Est-ce que il y a un coût aussi élevé en France qu'en Israël, où il y a des différences d'approche et de calcul concernant le coût de ces reconfinements réguliers? Oui. D'abord, il y a eu une conséquence directe sur le reconfinement européen, pas seulement de la France, sur Israël, et c'est une conséquence très très dure. Et, Israël exporte.
de façon massive vers l'Europe. En 2019, il s'agissait de 640 millions de shekels, des fleurs et des différentes épices en Europe. Ils ont reçu, il y a quelques jours, ceux qui exportent d'Israël, une annonce de tous les pays d'Europe, parce que c'est pas seulement en France, c'est dans toute l'Europe, qu'il y a le reconfinement, que toute importation de ces produits-là dont je viens de parler, c'est-à-dire les fleurs et les choses comme ça, sont immédiatement arrêtées. Israël n'exporte plus depuis quelques jours aucune fleur et aucun épice vers l'Europe. C'est une très 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 dure pour les agriculteurs. Il s'agit, pour l'instant, ils estiment à une perte de 70 millions de shekels. Or, c'est-à-dire, Daniel, que les agriculteurs israéliens qui ont subi pendant le dernier mois le confinement, eh bien espéraient au moins à la sortie de ce confinement pouvoir revenir sur le marché européen. Et maintenant, le confinement est en Europe et ils sont donc de facto en confinement sans discontinuer depuis plus de 2 mois maintenant. Je crois que pendant la période du confinement, point de vue de l'agriculture israélienne, elle a marché normalement et elle a approvisionné en Israël les choses. Maintenant, ce qui est très très grave, c'est le point de vue de l'exportation, puisque c'était aussi c'est une branche très très importante dans l'agriculture israélienne. Le fait que ça soit maintenant bloqué fait craindre à beaucoup d'agriculteurs d'aller à la faillite. Et ils ont demandé une aide spéciale et d'avoir un entretien avec le ministère de l'Agriculture pour voir qu'est-ce qui a été fait. En plus, lorsqu'il y a eu des investissements qui avaient été faits justement pour pouvoir exporter toute cette marchandise et cette marchandise va maintenant rester sans aucun acheteur et c'est quelque chose de très très grave. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose qui est intéressant, on en a sûrement beaucoup parlé aussi de l'autre côté, c'est-à-dire, vous savez, dans les pays arabes, il y a un boycott des produits français. Or, en Israël, les Arabes israéliens, par exemple, surtout en Jérusalem-Est, dans leurs magasins, refusent de vendre des produits français. C'est-à-dire, je ne pensais pas que ça serait à ce point-là, mais il y a apparemment en Israël, en tout cas du point de vue des Arabes, une volonté de boycotter les produits français, point de vue économique. Ça nous rappelle à nous, Israéliens, qui souvent été victimes du boycott économique, qu'est-ce que c'est le boycott. Alors, je voudrais que l'on revienne ensemble, Daniel, également sur ce qui s'est passé. Alors, 2 petites secondes, je vais reprendre notre sujet. Nous avons effectivement parler du reconfinement en Israël, et dans le cadre de ce reconfinement, eh bien, on a bien remarqué que ce qui était l'une des principales victimes de ce reconfinement, eh bien, c'était les petits commerces. Ces petits commerces que l'on voit dans les grandes villes, sur les grandes artères, qui sont toujours fermés. Et il y a un grand débat au sein du cabinet restreint Corona sur ce dossier de la réouverture des petits commerces, et on a du mal à comprendre pourquoi c'est si difficile de rouvrir des commerces dans lesquels il y a généralement pas obligatoirement plus que 10 personnes ou 15 personnes, alors que par exemple, pour faire la comparaison puisqu'elle a été faite, on a décidé de rouvrir les synagogues avec une dizaine de personnes, juste un minyan dans ces synagogues. Pourquoi finalement le gouvernement a-t-il tant de mal à rouvrir ces petits commerces et qui risquent de ne pas rouvrir même dimanche prochain comme cela a été prévu? Oui, tout à fait. D'ailleurs, la problématique que vous venez de nous dire est mondiale. Je vois qu'en France, c'est le même problème, que les magasins se demandent pourquoi nous, alors que nous faisons ce qu'on appelle en Israël le tavasagol, c'est-à-dire toutes les précautions au point de vue sanitaire, pourquoi ne pas nous permettre de vendre normalement? En Israël, en plus, il y a eu le problème cette semaine très grave du point de vue de ce qu'on appelle les canyonim, les grands marchés commerciaux. Ces grands marchés commerciaux, je parle dans des enceintes, c'est-à-dire ce qu'on appelle canyonim. Ils ont, par exemple, il y a une société qui s'appelle Big, qui a énormément de grands marchés commerciaux comme ça fermés, et que pendant la période du second confinement, avait dit à leurs différents magasins qui là-bas d'habitude vendent, c'est-à-dire des magasins de mode comme Zebra, des magasins pour Shilav qui vendent des choses pour bébés, tout ce qui est la mode, tout ce que vous pouvez penser,
pendant la période du second confinement, vous ne pouvez pas vendre, donc vous n'avez aucune rentrée. Et donc moi, de mon côté, je ne vais pas vous prendre de location. Cette semaine, il leur a écrit, en ce qui me concerne, moi je considère, puisque le second confinement est terminé, je recommence à reprendre les frais de location que je vous demande, les loyers. Et c'était très très embêtant pour les ces petits commerçants qui ils sentaient entre, comme on dit, le marteau et l'enclume. Parce que le gouvernement leur dit, vous n'avez pas le droit de réouvrir. Et d'un côté, Big leur dit, révoltez-vous contre le gouvernement, parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai aussi des frais, je peux plus tenir, et donc je vous demande, d'une certaine façon, de reprendre. Et en plus, ils pensaient que c'était une question de jours. Comme vous venez de le dire, à cause, malheureusement, d'une certaine reprise des cas de corona en Israël, leur possibilité de rouvrir des magasins peut-être va être encore retardée, et c'est très très problématique. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Certains magasins ont rouvert malgré l'interdiction. La plupart apparemment n'ont pas encore rouvert, et c'est une situation un peu problématique. Alors, un mot concernant les épargnants israéliens. On aurait pu se dire qu'en cette période de crise, eh bien, les contribuables israéliens allaient garder leur argent bien proche d'eux, c'est-à-dire, comme on dit en hébreu, sous les balatotes, sous les carreaux de leur résidence, de leur maison. Et on voit que finalement, eh bien, l'investissement dans l'épargne à long terme n'a pas baissé. Oui. Comment expliquer cela ? Comme j'ai dit la semaine dernière, j'ai l'impression, je vais toujours, quand j'essaie dans ces chroniques et quand j'analyse les choses, d'aller sur les faits et sur les chiffres qui sont publiés. Il a été publié hier des chiffres concernant surtout l'épargne à moyen terme, surtout ce qu'on appelle les kranot ishtalmut, c'est-à-dire les fonds de formation, que le gouvernement avait permis, et bien sûr la Knesset aussi, le Parlement, avait permis aux gens de dire, vous savez, vous êtes peut-être en mauvaise condition, alors, si vous voulez prendre l'argent, même si vous n'avez pas fait les 6 ans réglementaires, nous, vous prendrons pas 35% sur le capital comme c'était le cas avant. Or, on a remarqué que très très peu d'Israéliens ont choisi cette chose-là, cette facilité de pouvoir retirer de l'argent, même un petit peu, parce qu'on avait permis même un petit peu, et pas de prendre toute la somme. Ils ne l'ont pas fait, et au contraire, le fait qu'ils déposent de l'argent dans ce genre de produits à moyen terme augmente en plus cette année. On est maintenant à 250 milliards de shekels. Une autre chose qui montre aussi qu'il n'y a pas que des problèmes économiques, c'est-à-dire qu'il y a une consommation très importante. Au mois d'octobre, il y a eu une augmentation de 17% par rapport à octobre l'année dernière de vente de voitures, alors que les salles pour vendre des voitures étaient fermées. Malgré ça, il y a une augmentation de 17%. Comment les importateurs de voitures se sont débrouillés. Ils ont vu sur Internet les gens qui étaient intéressés à avoir des voitures et ou bien ils leur amènent en domicile, ou bien ils leur amènent dans des garages. Les garages sont restés ouverts. C'est-à-dire en fait que les Israéliens, parce qu'ils ont vu en plus qu'il y avait un problème là-bas de point de vue du transport public, finalement, point de vue économique général, bien sûr, la situation est très problématique. Mais comme vous l'avez dit au début de l'émission, par rapport à l'ensemble des pays, comme j'ai dit aussi la semaine dernière, des fois, beaucoup de chiffres montrent qu'Israël résiste mieux que les autres. Le baisse des voitures dans tous les pays, cette année, j'ai vu en Europe, ça va jusqu'à moins 40%. En Israël, on va depuis le début de l'année, c'est seulement moins 15%. Ce qui est vraiment montrer qu'Israël, sur beaucoup d'indicateurs, résiste beaucoup mieux que beaucoup de pays en Europe. Alors Daniel, une dernière question, un dernier sujet que vous vouliez aborder ce matin, et il nous reste vraiment à peine une minute pour en parler. C'est une société cyber israélienne qui a fait part d'une escroquerie au niveau international sur Amazon. De quoi s'agit-il ? Oui, d'abord c'est bien de dire que c'est bien une société cyber israélienne, et elle a fait encore quelque chose au niveau mondial. Il y a des gens sur Internet qui envoie des mails à tout le monde, dans le monde entier, y compris aux Israéliens, en disant « Vous avez fait une commande à Amazon, voilà, votre commande ne peut pas arriver parce qu'il nous manque de nouveau les renseignements, notamment votre numéro de carte de crédit. Et si vous voulez que ça arrive, il faut
que vous donniez de nouveau par ordinateur votre numéro de carte de crédit. Or, comment on voit que c'est très très bien limité. On a l'impression que c'est vraiment Amazon, ils ont imité exactement le logo et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on regarde la page d'après, on voit qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire la page qui va jusqu'à Amazon. Ils ont vu cette supercherie de cette façon-là, qu'il y avait un blocage par rapport à la page suivante. Ils ont alerté, bien sûr, le monde entier, y compris le public israélien. Je dis encore une fois, parce que j'entends aussi il y a beaucoup de problèmes au niveau des cartes de crédit, puisqu'on est passé par un commerce digital, je dis toujours aux auditeurs de vérifier chaque jour ce qui se passe sur leur carte de crédit. Ils peuvent le faire chaque jour. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette chronique économique hebdomadaire sur Studio Kalita. On vous souhaite une bonne journée. On se retrouve mercredi prochain à la même heure. Merci d'avoir été avec nous ce matin.